Et le retour de l'émission le lundi 5 mars. Et le dernier invité d'honneur de ce mois de février est monsieur Karim Guiati. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, Merci Karim. pour votre invitation. Merci d'être là, je vous en prie. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis le directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma, qui est la structure qui accompagne les tournages ici en région et qui en attire. Donc à l'occasion du festival de Luchon, je suis ravi le matin de parler de films, de tournage et de tout ce qui se passe autour de nous. Absolument, le cinéma et Luchon, donc les deux grandes thématiques aujourd'hui avec Karim en direct. À tout de suite. Benoît Payog est l'invité de Rugby Magazine. Le demi de mêlée de Montpellier au physique atypique est blessé pour la 3e fois de la saison. Alors pas de chance au rugby trop dur. Vous entendrez sa version. Et puis une belle histoire, celle de Richard Castel et son fils réunis sous le même maillot. Des interviews, des dossiers du vintage, c'est à retrouver samedi dans Rugby Magazine. Au sommaire de notre émission du jeudi 8 février, l'audiovisuel sera donc notre grande thématique du jour. Le cinéma tout d'abord avec notre invité d'honneur, mais aussi Luchon avec son festival Les 20 ans depuis hier. Nicolas Albran sera en direct avec deux invités et Émilie, vous le voyez, consacrera à la ville ses 3 escapades pour faire un point sur son histoire, les truites bio et une recette d'un grand chef. Nathalie Trollier sera également au rendez-vous avec un agenda tout en images pour tout savoir sur les spectacles du week-end en Occitanie. Et en fin d'émission, Dorothée Béraud fera le point sur la 3e fête de l'ours. C'était le week-end dernier en présence d'un membre de l'UNESCO, puisque cette fête ancestrale concourt pour une inscription au patrimoine culturel immatériel. La météo de ce jeudi matin est plutôt agréable, vous allez voir, avec de belles éclaircies sur l'ensemble de la région, notamment en plaine et sur les bords de la Méditerranée. Des nuages cependant gâcheront un peu la fête, surtout sur les hauteurs. Et le vent, bien que ralenti, accentuera la sensation de froideur, pas fraîcheur, hein, là on parle de froideur. 0 à Rodez, 1 à Mende, un sacré lot de 3 degrés, vous le voyez, en Midi-Pyrénées, 4 à Carcassonne et jusqu'à 9 pour Montpellier et pour Nîmes. Hier, nous avons joué ensemble pour remporter des places et pour aller voir tout d'abord Nana Mouskouri. Félicitations à Régine Cartini et Marie Jouret qui repartent avec 2 places chacune pour le spectacle qui aura lieu le mercredi 14 mars au Casino Barrière de Toulouse. Et puis, Arthur H, c'est ce qu'on vous a fait gagner hier. Annie Tollet repart avec ses 2 invitations. Elle a été choisie par le tirage au sort pour voir Arthur H en concert le mercredi 7 mars, 19h30 au Rockstore de Montpellier. Aujourd'hui, 2 chanteurs à vous proposer. Tout d'abord, le Canadien Robert Charlebois qui part en grande tournée anniversaire, 50 ans, 50 chansons. On écoute tout de suite un extrait. Robert Charlebois qui sera le jeudi 8 mars à 20h30 au Casino Barrière de Toulouse. Nous avons 2 places pour vous. Et puis Frédéric François qui lui aussi part en tournée pour défendre son dernier album qui s'intitule « Les femmes sont la lumière du monde ». Voici un extrait. Les nuits, elles, mieux que personne, savent consoler le cœur des hommes. La voix de la paix intérieure. Château. Frédéric François, donc, qui sera sur la scène du Zénith de Toulouse le dimanche 25 mars à 16h. Et là, on vous offre 4 places. Donc, Robert Charlebois ou Frédéric François, vous envoyez tout de suite votre mail de participation à occitaniematin@francetv.fr. Vous marquez bien votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, ainsi que le cadeau de votre choix, Robert Charlebois ou Frédéric François, donc à cette adresse mail. Et vous avez jusqu'à ce soir minuit pour jouer avec nous. Bonne chance à vous. Et donc, c'est Karim Guiati qui est notre invité aujourd'hui. Vous êtes, vous l'avez dit tout à l'heure, le directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma. Vous aidez à ce que les tournages se fassent ici dans la région notamment. Oui. Mais avant de parler de cette activité, on va parler de vous. Alors vous êtes né à Antibes.
Et vous grandissez avec un papa qui vous a couvert de pâtisseries, de baguettes et de viennoiseries, je suppose. C'est ça, oui. C'est papa boulanger, ouvrier boulanger, oui, à Roquebillière. Voilà, effectivement, donc c'est des super souvenirs d'enfance. Et voilà, c'est aussi l'enfance d'un petit village de l'arrière-pays niçois. C'est aussi un frère, une maman, bien sûr, très proche. Voilà, ouais. On voit en photo avec Oui, c'était en 72, j'avais 1 an. Et voilà, donc papa boulanger. Et effectivement, c'est toute, ça a baigné, bien sûr, toute l'enfance. Et donc, rien de plus. Oui, c'est ça. Maman faisait quoi à la maison. Maman, à la maison. Vous s'occupez de vous 3 donc, de vous 2. De vous 2, pardon. De vous 2. D'accord, très bien. Et alors, l'enfance est aussi marquée par le cinéma. Vous nous avez dit être cinéphile depuis toujours. Ouais. Mais quand cette passion est-elle née ? Alors j'ai un souvenir précis, c'est la découverte d'un film qui s'appelle L'Atalante de Jean Vigo, qui est tourné en 1934. Et de manière un peu monomaniaque, en découvrant ce film, j'ai eu envie, comme plein d'autres personnes, de rencontrer tous ceux qui étaient liés à ce film. Et notamment, j'ai eu le plaisir de bien connaître Luce Vigo, qu'on voit à l'image, qui est la fille de Jean Vigo, qui est née en 1931, elle qui avait que 3 ans que son papa est décédé. Et ce film, j'ai trouvé, alors je suis pas le seul, c'est un film qui est aimé par beaucoup de cinéphiles dans le monde entier, mais ça a été un choc émotionnel, poétique. Et puis, depuis, je pense que tout ce qui me plaît dans le cinéma, c'est ce que j'ai aimé dans ce film, c'est-à-dire la jeunesse, la poésie, l'esprit de révolte aussi, la dimension politique, onirique. C'est un peu tout ce qui résume le cinéma de Jean Vigo et que j'ai plaisir à découvrir et à travailler depuis. Ouais. Mais à ce moment-là, vous saviez ce que vous vouliez faire dans le cinéma ? Alors c'est amusant parce que j'y pense de temps en temps, parce que là j'ai des filles, j'ai une fille qui est en 4e à qui on demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et moi j'ai un souvenir précis en 4e de demander ce que vous voulez faire plus tard vous tous dans la classe, et j'avais écrit voir des films et en montrer. J'étais assez content d'éviter la répétition, en montrer, et en fait depuis j'ai cette chance de faire vraiment ma passion, d'avoir fait de ma passion mon métier, et d'effectivement de lire des scénarios, d'aller sur des tournages, de voir des films, d'en parler, d'en présenter. Donc c'est un peu ce qui traverse effectivement toute cette période. Ouais. Alors, histoire touchante, puisque donc vous rencontrez la fille de Monsieur Vigo, et aujourd'hui vous êtes membre du prix Vigo qui récompense les auteurs au cinéma. Ouais. Donc c'est plutôt une belle histoire quand on sait que c'est grâce à ce monsieur que vous avez aimé le cinéma. C'est vrai. Donc vous continuez évidemment avec une fac de cinéma qui se fait à Nice, c'est ça. Et après... Vous montez, direction Paris, et là vous devenez programmateur de cinéma. Ouais. Est-ce que c'est un sentiment de liberté quand on programme des films ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est génial en partant d'Antibes, alors moi dans le sud, j'y ai fait beaucoup de choses aussi, à la Cinémathèque de Nice, à Antibes également. Mais c'est vrai qu'en arrivant à Paris, c'est vraiment la capitale de la cinéphilie. Et c'est vrai que très vite, j'ai eu envie, moi, d'aller dans les salles, présenter des films, accompagner, montrer les films tout récents et puis les classiques du cinéma. Et c'est possible de le faire. Donc c'était beaucoup au Quartier Latin, Reflet Médicis, au 3 Luxembourg, avec des jolies rétrospectives, Robert Bresson, La Nouvelle Vague, etc. Voilà. Donc effectivement, il y a cette sensation comme ça que les choses se passent là, mais toujours avec le souci, en venant du Sud, que les choses doivent aussi se déconcentrer de Paris. Voilà, la cinéphilie est vraiment là, ouais. On enchaîne avec votre parcours. 2002, vous descendez dans le Sud, vous quittez Paris pour Porto Vecchio. Ouais. Et là, vous devenez directeur artistique dans le monde du cinéma, la Cinémathèque de Corse. Ouais. C'est à peu près le même travail, non, que programmateur, sauf que vous constituez un réseau supplémentaire aussi. Oui, c'est assez proche. C'est toujours effectivement montrer des films et en visionner beaucoup. Et donc là, la Cinémathèque, c'était vraiment la Cinémathèque qui physiquement était à Porto Vecchio, mais qui travaillait sur l'ensemble de la région, l'ensemble de l'île. Et donc physiquement, j'étais tout le temps, moi, à Ajaccio, à Sartène, à l'île Rousse. Enfin, voilà, c'était vraiment une période formidable avec des très beaux projets, des programmations, des expositions, et puis la découverte de la culture également en Corse qui est très importante, et le dynamisme également des réalisateurs, des écrivains, voilà, que j'ai pu côtoyer là-bas et dont je suis toujours le travail, que ce soit Thierry de Peretti, voilà, Pierre Gambini, Marco Biancarelli, Jérôme Ferrari ou autres, sont des personnes aussi qui continuent bien sûr et dont j'ai plaisir à suivre le parcours. Voilà, donc on a posé les bases par rapport à Karim, son parcours et le cinéma. Et c'est en 2010 que vous arriverez donc à Montpellier pour diriger Languedoc-Roussillon Cinéma. On en parle dans la deuxième partie de votre interview. Car vous l'avez compris, il y a donc 2 grandes thématiques aujourd'hui. Notre invité d'honneur, mais également Luchon. Alors avant de retrouver Nicolas Albrand en direct de Luchon, donc pour le Festival des créations télévisuelles, on a demandé à Émilie de consacrer ses escapades à Luchon. Et on commence avec un point historique. Bonjour à tous, je me trouve à Luchon en Haute-Garonne.
Cette commune est joliment appelée la Reine des Pyrénées. C'est une station thermale doublée d'une station de ski. Alors si je veux être tout à fait exact, c'est plutôt Bagnères de Luchon. Alors d'abord en référence à son thermalisme, puisque Bagnères veut dire bain, puis ensuite en référence à un dieu local, le dieu des sources, qui s'appelait Lixo. Alors c'est devenu Luxon et ensuite Luchon. C'est une ville thermale depuis l'Antiquité. C'est à l'époque romaine que les premiers thermes ont été édifiés. Suite d'ailleurs à la guérison d'une grave maladie de peau d'un soldat, ils se sont rendus compte donc que l'eau de Luchon avait certaines vertus. Mais la chute de l'Empire romain a fait tomber les thermes dans l'oubli, sauf pour la population locale. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que le baron d'Ettigny a décidé de développer Luchon. Et il a créé à travers champs, il a construit à travers champs des allées qui reliaient le village aux baigneries, et c'est devenu les allées d'Ettigny. À l'époque d'ailleurs, le neveu de Richelieu y venait se ressourcer, et du coup, toute la noblesse royale y venait. Et c'est parti pour une aventure très très prospère, avec la construction d'immeubles de villégiature, de vastes demeures, de grands hôtels, où d'ailleurs des personnalités venaient s'y ressourcer, notamment l'impératrice Eugénie. Il y a eu Maupassant, il paraît qu'il y a eu Flaubert aussi, Edmond Rostand, évidemment, j'en passe. Luchon est aujourd'hui connu maintenant pour les soins ORL, sur les voies respiratoires, les problèmes de rhumatisme, mais pas que, puisque j'ai entendu dire que des gens venaient guérir du tabac, en tout cas faire une petite cure. Alors, Luchon, c'est pas que les thermes, mais c'est également le ski. Il y a Super Bagnères qui surplombe la ville et qui était la première station de ski créée dans les Pyrénées, la deuxième en France, après Chamonix. Alors on parle de bain, on parle d'eau, on parle de ski, de nature. Eh bien, j'ai voulu vous faire rencontrer un pisciculteur qui élève des truites bio. Et ça, c'est très très rare. Et qui dit truite, dit également bonne recette. On vous fera découvrir une excellente recette. Il faudra prendre un papier, un crayon et bien sûr. Merci beaucoup, ma chère Émilie. Effectivement, on se tient prêt pour cette recette dans un instant. Je vous le disais, on rejoint Nicolas Lebrun maintenant en direct de Luchon pour la 20e édition du Festival des créations télévisuelles qui a été lancé hier. Bonjour Nicolas. Eh bien bonjour Mickaël, bonjour à tous et vous le voyez Mickaël, l'info de la matinée c'est la neige, oui. La neige qui tombe sur Luchon. Alors on attendait un petit peu de flocons mais pas autant de neige, je dois vous dire que c'est un peu la surprise mais une bonne surprise puisque ça donne une couleur, une saveur particulière à ce festival. Petit écrin niché au cœur des Pyrénées tout au sud de la Haute-Garonne. Là vraiment ça y est, c'est l'hiver, on est en plein cœur du festival, ça a démarré hier soir. L'ambiance est à la fête même si là c'est encore calme, c'est le matin, les festivaliers, les jurés, les juristes se sont couchés un petit peu tard. Ah bon ? Ils ont assisté hier soir à la projection de Mélancolie ouvrière avec Virginie Ledoyen, le film d'ouverture. Et puis aujourd'hui, le travail des jurés va démarrer avec toute une série de projections là qui démarrent dès ce matin dans plusieurs catégories, les fictions, les séries, les documentaires, les web documentaires. Tout ça démarre dès aujourd'hui et le digital également. Alors, nous sommes avec Claude Corré. Bonjour Claude. Bonjour. Claude, présidente de l'association Festival TV Comminges Pyrénées. Ça fait 20 ans déjà de festival. Et la ligne éditoriale, c'est toujours la même. Le mélange des genres, fiction, série, documentaire. Je dirais même l'amour de la télévision. Voilà, s'il y a une ligne à Luchon, c'est qu'on aime la télévision, on adore la télévision, le meilleur de la télévision. On veut tous les meilleurs films dans toutes les catégories. Puis après, on les classe. Mais on commence par le meilleur. Et en 20 ans, beaucoup de choses. Internet est passé par là, mais là, j'ai envie de dire, même pas peur, c'est même devenu un genre, ici, une catégorie. Oui, tout à fait, parce que la télévision, c'est la fiction, les séries, les documentaires. On a introduit les documentaires il y a 3 ans, mais la partie Internet, les web-séries, les séries digitales, on s'est aperçu qu'il y avait des pépites, les nouveaux talents, ceux de demain. Les professionnels sont intéressés, mais nous, ici, à Luchon, le public, on adore toute cette partie de documentaires, de web-documentaires, de séries digitales. Donc voilà, toute la partie Internet, elle est ici, on va dire, Luchon, c'est la télévision, mais ce sont tous les écrans. Rapidement, un mot sur l'esprit de Luchon, convivialité, proximité entre les festivaliers et le public, ça c'est propre à Luchon. Ce qui est propre à Luchon, c'est que vous avez une ville qui est le festival et un festival qui est une ville. C'est-à-dire que tous les habitants sont des bénévoles. S'ils ne sont pas bénévoles, ils sont dans les actions éducation. Vous avez un mélange. C'est une ville, c'est une vraie ville, mais c'est petit. On est tous ensemble, on est avec les professionnels et donc le contact se fait comme nulle part ailleurs.
Merci Claude Corré. Bon festival, 20e festival de Luchon. Chapeau évidemment aux bénévoles. Et nous, on se retrouve dans quelques instants avec un autre invité, Jérôme Clément, l'ancien patron d'Arte. Tout à fait, mon cher Nicolas. Et mettez-vous au chaud en attendant votre deuxième intervention tout à l'heure. À tout à l'heure et merci Nicolas d'être en direct depuis Luchon. Notre invité, vous le savez, c'est donc Karim Guiati. On va parler avec vous de Languedoc-Roussillon. Donc on l'a dit, vous arrivez en 2010 à Montpellier pour diriger Languedoc-Roussillon Cinéma. Comment vous l'a-t-on proposé ? Alors, c'était alors, en arrivant ici, en partant de Corse, je connaissais le travail de la structure et naturellement, en travaillant ici, et en apprenant également cette ouverture de poste, je me suis tout simplement présenté, j'ai candidaté, j'ai eu la joie d'être retenu. Alors, comment travaillez-vous sur cette mission qui est la vôtre, valoriser le cinéma en région ? La mission, effectivement, c'est vraiment en lien avec nos deux tutelles, État et région, c'est de travailler sur la mise en place ici en région des politiques culturelles choisies par nos deux tutelles. Mais également, en tant qu'agent cinéma, l'idée, c'est à la fois d'accueillir au mieux les films qui se tournent ici en région, mais aussi d'en attirer. Là, concrètement, hier, nous étions à Clermont-Ferrand pour rencontrer de nombreux producteurs, productrices, pour essayer de leur donner envie de venir tourner ici. Et pour ça, il faut valoriser les décors, insister sur le fait qu'ici, il y a beaucoup de talents, beaucoup de techniciens, de comédiens, comédiennes qui jouent dans nombreux de ces films. Et puis aussi, parce qu'il se tourne beaucoup de films aussi, on a besoin et envie d'en montrer également beaucoup. Parce que vous êtes force de proposition, Évidemment, pour le public, c'est peut-être moins intéressant, mais pour les professionnels du cinéma, vous fournissez tout, les figurants, la technique, le matériel. Donc si vous êtes des professionnels du cinéma, que vous cherchez à produire et à réaliser votre film, que ce soit moyen, court ou long métrage, et que vous souhaitez tourner dans la région, il faut vous adresser à Languedoc-Roussillon Cinéma. Et ensuite, nous, on fait le lien avec notamment les prestataires techniques et autres professionnels qui sont ici en région. Mais effectivement, beaucoup de projets passent par nous pour qu'ensuite on fasse le relais. Alors, je peux comprendre quand, par exemple, les professionnels font appel à vous pour tourner dans la région. Là, par exemple, on voit Sandrine Bonner sur une de nos plages. Mais à l'inverse, comment vous êtes-vous informé des hypothétiques tournages qui pourraient se faire ici ? Là, c'est un réseau qu'on entretient à l'année. En permanence, on va dans les lieux où les professionnels se trouvent. Alors, c'est un peu à Paris, mais c'est aussi dans les festivals. C'est à La Rochelle, c'est à Luchon, c'est au festival de Clermont-Ferrand, par exemple, où on va rencontrer les personnes pour à la fois parler des projets qui sont effectivement en cours. Donc là, pour échanger sur les dates, les lieux, commencer à affiner. Mais c'est aussi dans ce temps-là qui est très précieux, à savoir qui consiste à dire et sinon, c'est quoi ton prochain projet ? Et quand la personne dit seulement on a un projet de série, on ne sait pas encore où ça peut se faire, en fonction du décor principal, on va essayer de montrer qu'effectivement ici, il y a le décor adéquat pour le scénario. Donc voilà, ça c'est un temps précieux. Et après, il y a ce temps également qui est mélangé, c'est-à-dire c'est à la fois attirer des tournages, mais c'est aussi, et ça nous importe beaucoup, c'est grandir avec les projets qui sont autour de nous. C'est-à-dire qu'ici en région, il y a beaucoup de jeunes réalisatrices, jeunes réalisateurs qui ont ces projets-là, et c'est également faire en sorte de les soutenir pour qu'ils passent au court-métrage professionnel et également très vite, j'espère, au long-métrage. Il y en a quelques-uns autour de nous qui vont se faire prochainement. Et vous les aidez même à rechercher un financement pour leurs travaux ? Oui, c'est-à-dire que là, effectivement, ça peut être du temps d'intervention, par exemple, et ça va être aussi travailler avec eux sur leurs projets, sur leur manière d'en parler, sur leur présentation, effectivement. Alors, c'est pas nous qui attribuons les soutiens financiers. Bien sûr. La région apporte un soutien financier. On est dans les commissions, mais on ne vote pas. Mais en revanche, on lit les projets, on échange aussi en amont pour essayer de faire en sorte que le projet soit au mieux, en espérant. Et après, ce sont les talents. Ça, on le fabrique pas, mais on essaie de le présenter au mieux. En fait, vous êtes une vraie main droite du cinéma. On espère. Et ce qui nous touche le plus, c'est de savoir que Romain Laguna va passer à son premier long métrage, que Jean-Baptiste Durand est bien avancé, Alban Fioretti, Thomas Guérard, enfin tous ces gens qui sont autour de nous et qui ont ces projets de films. Et vous pouvez nous donner quelques noms de films qui vont se tourner là cette année Oui, on est super contents parce que c'est des scénarios qu'on a lus et qui sont très bien. Il y a le prochain film de André Téchiné qui va se tourner du côté de Perpignan. D'accord. Il y a le nouveau film de José Alcala également qu'on aime beaucoup. Roche Dizem également va tourner un film qui est un polar. Et puis donc Romain Laguna, Les Reptiles. Et puis un des films qu'on attend beaucoup aussi, c'est le film de Yann Lequelec qui s'appelle Cornelius, qui va sortir au printemps, qui était tourné dans le Gard, Hérault, un peu dans l'Aude également, et qui est dans cet univers-là un peu loufoque. Et Yann Lequelec a eu le prix Jean Vigo il y a quelques années. Ah oui. Et c'est aussi pour ça que je suis attaché aussi à son cinéma, pour l'avoir découvert et aimé depuis quelques années. Ouais. Et vous proposez également des rencontres entre les professionnels du cinéma et certainement le jeune public, parce que ça c'est important. Hein. Vous vous dirigez vraiment vers le public assez jeune, les lycéens notamment, pour leur tendre la main, essayer de les passionner au cinéma. C'est très important pour vous cette transmission. Hein. Oui, ce sont des rencontres qu'on fait naturellement, c'est-à-dire encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de films qui se tournent ici, on a envie et besoin que ces films soient beaucoup vus. Et
pour ça, il faut créer des ressources. Donc là, je suis content que vous passiez toutes ces images. On a vu Vincent Hénen, le comédien de Tony Gatliff, Geronimo. Là, c'est Frédéric Pierrot qui a joué dans Port-Bou de Jean Anouilh. Et ces rencontres-là, en présence de spectateurs, de cinéphiles, il y a également des professionnels qui sont là. Pour Frédéric Pierrot, les membres du collectif CLAP, des comédiennes en Occitanie étaient présents également. Donc c'est nécessaire pour la cinéphilie, pour diffuser ce que racontent ces films et pour une rencontre incarnée, un rapport incarné également au cinéma. Donc on en organise effectivement beaucoup et notamment pour les scolaires. Voilà, là précisément c'était au lycée Jean Monnet à Montpellier. Ouais. Et toutes les vidéos que nous sommes en train de monter sont accessibles sur votre site internet et sur votre page YouTube. On va montrer aussi rapidement quelques photos puisque vous incitez également les jeunes lycéens à venir sur les tournages des films. Vous leur tendez la main et ça aussi, pour fréquenter un peu le milieu du cinéma également, ça s'est pas donné à tout le monde de pouvoir permettre à des lycéens d'assister à des tournages. Et donc rien que pour ça, vraiment chapeau. Monsieur Ghiatti. On est une équipe de 11 personnes et il y a 2 personnes effectivement qui s'occupent directement de ça, de favoriser la présence des jeunes lycéens et lycéennes sur les tournages. Merci beaucoup de nous parler de Languedoc Cinéma Roussillon. Le site internet est apparu en bas de notre écran, donc n'hésitez pas à visiter ce site internet. Allez, on retourne maintenant à Luchon. On retrouve Émilie qui est cette fois-ci aux côtés d'un éleveur de truites bio. Sur les hauteurs de Luchon, il y a Alain de Palassin. Salut Alain. Bonjour Émilie, bonjour, très heureux. Alors moi aussi. Alors toi tu es pisciculteur et tu élèves des truites bio. Oui. C'est quoi les truites bio? Alors, les truites bio, c'est d'une part possible dans le cadre exceptionnel dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est une qualité d'eau, c'est une génétique, c'est-à-dire mâle-femelle, on ne peut pas intervenir sur la génétique des poissons. Oui. C'est une alimentation bio, c'est pas d'utilisation d'antibiotiques, une densité de poissons dans les bassins pour qu'elles vivent sereinement malgré que ce soit un élevage, bien sûr. Oui. Et une durée d'élevage. Une durée d'élevage, c'est-à-dire qu'il me faut 2 ans pour une truite portion et il me faut 4 ans en gros pour faire une truite à filet. C'est plus long. C'est ça que tu veux dire? C'est plus long, c'est le double d'une manière générale qu'un élevage standard. Il faut 24 mois pour une portion par rapport à 10-11 mois pour une truite dans un élevage conventionnel. Une portion, excuse-moi de te couper, une portion ça veut dire? Portion, c'est 250 grammes, la truite individuelle qu'on sert dans les restos. Alors pourquoi c'est plus long? Parce que nous sommes dans des eaux très froides. Ici, le village d'eau, c'est 1000 mètres d'altitude. Oui, donc l'environnement est important quand même. L'environnement pour faire du bio est très important, quoique il y a plusieurs élevages bio maintenant dans d'autres régions d'une manière générale, mais il nous faut des qualités d'eau en amont de toute pollution entre guillemets, qu'elle soit urbaine ou agricole. Oui. Et ici on est ultra privilégié parce qu'on est le premier village qui descend de la montagne. Qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que tu proposes avec tes truites aux mangeurs de truites comme moi? Aux mangeurs de truites. Qu'est-ce que tu proposes? C'est toi qui les fumes? Alors, nous, on transforme absolument tout. On découpe, on transforme parce qu'aujourd'hui, le consommateur veut le moins d'arêtes possible. Oui. Donc, il faut désarrêter. C'est difficile? Faire du filet, c'est long. Ouais, c'est long. Donc, un particulier, c'est compliqué, quoi. Pour le particulier, on essaie de ne pas désarrêter le produit. Mais pour les collectivités, pour les restos, il faut aller vers un produit fini. Mais ça, malheureusement, c'est le cas dans tous les domaines d'activité aujourd'hui. Le consommateur, lui, il n'a pas la notion de l'origine du produit et il ne sait pas comment c'est fait, quoi. Un poisson, pour des bambins d'école, c'est un carré, quoi. Donc, c'est vrai. Voilà, enfin, je schématise à peine un petit peu. Mais... J'ai rendez-vous avec un ami à toi, je crois, avec Bernard Noby. Noby, voilà. Et il m'a demandé de lui amener une truite de chez toi. C'est un gastro magnifique. Voilà, je pense qu'on va bien manger. Et il va nous apprendre, il va m'apprendre une bonne recette avec ta truite. Vous allez vous régaler. C'est un chef exceptionnel et à Luchon. Il y a pas mal de bons restos, mais lui, c'est un petit peu particulier. Il a un concept, une éthique tout à fait particulière. On va découvrir. Merci beaucoup, Alain. Merci, Émilie. Merci d'être venue nous voir aujourd'hui dans des conditions climatiques un peu exceptionnelles. Merci. Et la neige tombe à Luchon avec Émilie et surtout avec Nicolas Albrand en direct pour la 20e édition du Festival des créations télévisuelles parce qu'après la truite bio, Luchon tient sa réputation à travers ce festival. Et vous êtes donc en très bonne compagnie de nouveau, mon cher Nicolas.
Oui, Mickaël, à Luchon, toujours sous la neige, avec un fidèle du Festival des créations télévisuelles, Jérôme Clément, bonjour. Bonjour. Ancien patron fondateur d'Arte, évidemment, mais aussi ancien président du jury, c'était il y a 2 ans, en 2016. Alors qu'est-ce qui vous ramène, j'ai envie de dire, à Luchon, le fait que ce soit le seul festival qui mélange tous les genres de la création télé? Oui, en fait, c'est la 3e fois que je viens ici, puisque la première fois, Serge Moati m'avait invité pour un débat, une discussion sur la télévision, déjà, bon. Et la 2e fois, c'est comme président du jury. Et cette année, c'est le 20e anniversaire. Donc, marquer le coup, marquer mon soutien, venir rencontrer des amis, voir des films effectivement très variés, puisque le festival s'est élargi, documentaires, web-séries, enfin bref. Je pense que Luchon est toujours dans le coup, et mélanger les documentaires et la fiction et aussi tout ce qui se fait de nouveau, je trouve ça bien, ça m'intéresse. Et puis l'ambiance aussi, l'ambiance est formidable. La simplicité finalement, le contact avec le public, on le disait tout à l'heure, le fait de côtoyer les festivaliers, oui. Tout le monde, c'est vraiment convivial ici. Hein. Très convivial, c'est très simple, ouais. Les gens sont très contents de se rencontrer, on discute avec tout le monde, qu'on soit réalisateur, responsable de télévision, acteur, voilà, ça se passe très simplement et c'est très agréable. Alors ici, on regarde et on récompense notamment les séries télé. Là, je m'adresse à l'ancien patron d'Arte, des séries qui montent en puissance. Il y en a de plus en plus populaires, parfois même avec une qualité cinéma. Vous pensez, il y a une dizaine d'années, que ce genre allait monter en puissance comme ça ? On ne sait jamais trop comment les choses évoluent, mais enfin on voyait bien quand même que ça montait. D'ailleurs, moi-même à Arte, j'avais commencé en achetant une série, c'est une dernière chose que j'ai faite avant de partir, qui était Borgen. Et on a vu depuis que voilà, le genre a fait florès et que maintenant c'est un genre majeur de la télévision. Donc c'est très intéressant de voir cette montée en puissance. Ça n'empêche pas que le traditionnel reste aussi. Il y a quand même beaucoup de films unitaires, il y a beaucoup de documentaires. Tout ça, ça reste, c'est un socle puissant. Mais enfin, ça a pris de l'ampleur et c'est bien. Oui, on pouvait le deviner, oui. Jérôme Clément, en 2 mots, votre journée, projection, rencontre ? Alors, d'abord, accorder ce paysage féerique avec la neige. Là, profiter de la montagne, oui. Oui, c'est tellement beau de voir tous ces arbres et tous ces lieux sous la neige. Donc, je vais me balader un peu. Et puis, à 10h45, il y a un film, Les Enfants de la Guerre, que j'ai envie de voir. Donc, vous voyez, je vais mélanger les deux. À la fois le plaisir d'être ici et puis les salles de cinéma. Voilà, la journée d'un festivalier. Absolument. Jérôme Clément, merci beaucoup. Puis, je vous souhaite un très bon 20e festival de Luchon. Nous, on se retrouve tout à l'heure pour parler un peu du programme jusqu'au week-end. Avec grand plaisir, Nicolas. Merci d'être en direct depuis Luchon et à tout à l'heure. C'est le moment pour vous de jouer. Je vous rappelle qu'on vous offre 2 grands spectacles. Tout d'abord, le concert de Robert Charlebois qui est en grande tournée anniversaire. Il sera le jeudi 8 mars 20h30 au Casino Barrière de Toulouse et on vous offre 2 places. Et on enchaîne avec le spectacle de Frédéric François. Là, nous avons 4 places pour son spectacle qui aura lieu le dimanche 25 mars à 16h au Zénith de Toulouse. Pour l'un et pour l'autre, vous envoyez tout de suite votre mail de participation à occitaniematin@francetv.fr. Vous marquez bien votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et le cadeau de votre choix. Ça, c'est important pour le tirage au sort qui aura lieu prochainement. Et vous avez jusqu'à ce soir minuit pour jouer avec nous. On continue dans le parcours professionnel de notre invité d'honneur qui est Karim Guiati en direct sur France 3. Donc avec Languedoc-Roussillon Cinéma. Donc vous assurez la promotion du cinéma en région. Oui. Justement, parlons du cinéma et de la région Occitanie. On parle souvent d'un modèle économique, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi la valorisation d'une richesse en région, qu'elle soit humaine ou que ce soit une richesse du patrimoine. Des décors ? Vous pensez au décor ? C'est ça, voilà, oui. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, en fait, c'est le point de départ. En fait, ceux ou celles qui savent qu'elles ont le décor précis en tête. Donc là, effectivement, on va peut-être accélérer un peu des rapports, mais c'est surtout aussi souligner la diversité des paysages qui sont ici. À Luchon, moi, je repense à la série Glacé, par exemple, avec Charles Berling pour M6, qui avait été montrée il y a un peu plus d'1 an maintenant, et donc où on voit effectivement notamment tous ces paysages. Et l'articulation qui est bien faite entre scénario et décor, pour nous, il s'agit aussi d'insister sur la diversité des différents lieux, de tous ces territoires, avec nos collègues également qui sont à Jindou et Auch, sur l'ensemble du territoire de l'Occitanie. Ce sont des milliers de décors qui sont proposés également à toutes les boîtes de production. Et alors vous aimez bien vous balader en région pour justement montrer le cinéma en campagne ?
Pour celles et ceux qui ont peut-être un petit peu moins accès au cinéma. Ben là aussi, parce que des films se tournent aussi en dehors des villes. On a plaisir à les montrer à l'endroit où ils ont été tournés. Et je pense notamment aux circuits itinérants. Il y en a plusieurs en région qui montrent des films dans des lieux parfois singuliers, en pleine nature, dans des projections plein air, Cinéco, effectivement dans les Cévennes. Et effectivement, moi j'ai plaisir à aller physiquement avec les copains de Cinéco pour présenter des films le temps de quelques jours en été ou à d'autres moments de l'année pour être au plus près du public. Et là, ce sont des séances qui vont être suivies entre 15 et 50 ou 100 personnes. Mais tout récemment, par exemple, le Summer de Marine Francène, qui est sorti en salle, a été tourné à la gare de Guérin. Et il y a eu des très jolies projections à Villefort, notamment en Lozère. Et il y aura également des projections cet été organisées par Cinéco. Donc c'est important aussi d'insister sur le fait que les films doivent être vus longtemps et toujours montrés comme une avant-première. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez depuis chez vous regarder les films qui sont tournés à Luchon, car sur votre site internet, Languedoc-Roussillon Cinéma, vous proposez une carte. Voilà, on va le montrer. Vous proposez une carte de lieu de tournage. Vous voyez, tous ces petits points noirs, ce sont des lieux de tournage et il suffit d'aller cliquer dessus pour avoir la référence du film. Donc si ce soir, vous avez envie de vous faire un petit film qui a été tourné en Languedoc-Roussillon, il faut aller sur le site et vous avez toutes les références. Vous voyez, voilà, on zoome et là, il y en a beaucoup. Hein, oui, et là, ce sont tous les lieux dans lesquels des films sont effectivement tournés. Et effectivement, il y a d'autres vidéos qu'on peut voir notamment sur YouTube et sur le site. Languedoc, et puis, des sites également cinéma. Qui sont consacrés à François Truffaut, Agnès Varda. Ça, c'est vous, tout à fait. Merci beaucoup, Karine. Dans un instant, votre invité. Mais si vous êtes de passage à Luchon ou si vous cherchez une recette pour midi, voici la recette de la truite bio au beurre d'agrumes. C'est la 3e escapade d'Émilie. Bonjour Bernard. Bonjour Émilie. Je vous amène une belle truite de chez Alain. Pas la sème. Alors Bernard, vous êtes chef cuisinier au sein de votre propre restaurant, l'Heptaméron des Gourmets. Tout à fait. C'est ça? Oui. Et juste très rapidement, Heptaméron, ça veut dire quoi? Hepta, c'est 7. Oui. Et méron, c'est la racine iméra qui veut dire journée en grec. D'accord, je comprends mieux maintenant. Voilà. Alors, vous allez surtout me montrer une bonne recette de truite. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une truite au beurre d'agrumes. Aux agrumes de nos arbres. Donc, on va prendre nos filets de truite, notre filet que je coupe, moi j'appelle ça en côtelettes, que je pose comme ceci. Oui. Là, c'est quoi tous ces... Alors ici, on a le beurre, c'est un beurre demi-sel. Oui. Ici, on a les agrumes. Oui. Donc ça, ce sont les ingrédients dont vous avez besoin pour votre recette. Voilà, tout à fait. D'accord. Et ça, c'est quoi? Alors ça, c'est la préparation. Je me suis un petit peu avancé parce que c'est long. Je vais vous montrer comment la découper. Vous voulez essayer de couper une tranche? Allez, ça coupe beaucoup. Ça coupe... Non, ça va. Voilà, de la même épaisseur. Voilà, allez-y. Allez-y. J'ose pas trop, en fait. Voilà. Après, vous la posez sur la feuille dans le même sens. Comme ça? Voilà. Ok. Donc ensuite, voilà, je me suis un petit peu avancé. D'accord. Donc j'ai toute la matière. Oui. Là, on va le mixer. Seuil d'abord. Donc c'est un beurre demi-sel qui est à température. Il faut qu'il soit un peu sucre. Alors là, il y avait 250 g d'agrumes, 150 g de beurre demi-sel. Oui. Et ensuite, pour la liaison, on rajoutera 50 g de chapelure. Et qui donneront à la cuisson un petit doré. Ce qui s'appelle une viennoise aussi. Voilà. Ensuite, ça, on va mixer l'ensemble. Voilà. Donc là, après ça, on va l'étaler. On va l'étaler entre deux feuilles de papier, et on va le mettre au congélateur à durcir. Voilà. Donc j'arrive avec mon beurre qui a été qui a bien aplati, voilà, qui a bien durci, qui a été aplati entre deux feuilles de film, et on va découper des bandes. Je vous l'approche. Voilà, si vous voulez. Voilà. Et qu'on va poser sur la truite. Donc là, on va poser ça sur la grille et vous passez ça au four à 120 degrés pendant 4 minutes. D'accord. Eh ben, voilà. Super. Merci beaucoup Bernard. Alors moi ce midi je vais goûter. Voilà, vous allez aller goûter. Je fais un super métier parce que grâce à vous je pense je vais me régaler. Merci beaucoup Bernard. Je vous en prie.
Ah, Bernard. Donc voici la truite d'eau aux agrumes. Eh ben, c'est formidable. Merci beaucoup. Voilà, bon appétit. Merci. Émilie a-t-elle aimé la truite bio au beurre d'agrumes? Nous ne le saurons jamais. Mais peut-être que lui l'a goûté. C'est Nicolas Lebrun qui est en direct depuis Luchon pour la 20e édition du Festival des créations télévisuelles. Alors quel est donc le programme jusqu'à dimanche et l'ambiance est-elle donc à la truite bio au beurre d'agrumes, Nicolas? Alors, l'ambiance est à la truite, l'ambiance est à la neige, puisque c'est un peu la surprise du matin ici au Festival de Luchon. Tout est blanc, tout est beau, c'est vraiment l'ambiance hiver, c'est le cocon. On est vraiment là au cœur des Pyrénées, tout au sud de la Haute-Garonne. Donc c'est parti pour ce 20e Festival des créations télévisuelles. Alors il y aura des truites, mais il y aura aussi beaucoup de projections dans toutes les catégories, fiction, séries, documentaires, web-séries, web-documentaires, et ce jusqu'à samedi en attendant le palmarès qui est attendu donc samedi soir et dimanche. Mais cette année, c'est un petit peu particulier. C'est donc la 20e édition. Et pour ces 20 ans de Festival de Luchon, honneur aux femmes, puisque 3 femmes sont présidentes de jury. Julie Depardieu pour la fiction, Sonia Roland pour le documentaire, et puis Camille Aguilar, comédienne, pour les séries espagnoles. Alors concernant le programme, un peu compliqué de tout vous détailler tant le programme est dense. Des projections donc avec les jurés qui démarrent dès aujourd'hui. Ce midi, les jurés, les festivaliers ont rendez-vous tout en haut. Il y a un restaurant dans la station, le restaurant d'altitude de la station de Super-Bagnères. Et puis ensuite, projection, plus d'une vingtaine de films à voir rien qu'aujourd'hui. Rebelote demain. Sans compter les dédicaces, les rencontres et les projections, bien entendu, les débats avec le grand public qui peut assister à toutes ces projections, à tous ces films. Voilà, le 20e Festival de Luchon est donc lancé sous la neige. C'est parti pour 4 jours de festival télé. Parfait, alors écoutez, profitez-en bien mon cher Nicolas, et on rappelle que bien sûr France 3 Occitanie est mobilisée pour couvrir cet événement. Nous serons en direct pour les JT de midi et de ce soir, et puis dimanche il y aura une émission également pour parler de cette 20e édition à 20h25. Merci Nicolas et amusez-vous bien. Il est temps d'accueillir votre invité, mon cher Karim Guiati. Alors qui avez-vous sollicité? C'est gentil à vous de le proposer. Moi j'ai spontanément pensé à un garçon que je suis beaucoup, qui s'appelle Numa, et dont la maman Fanny également s'occupe beaucoup. Il a un handicap assez sérieux, assez solide. Et voilà, donc j'ai tout de suite pensé à ce garçon et à tout le travail que vous faites, que tu fais Fanny avec ton association. Oui, on va le voir. Bienvenue Fanny sur ce plateau. Donc effectivement, vous êtes membre fondateur, puisque vous êtes 2 avec votre mari, de cette association Centre d'éducation conductive du Gard. Bien sûr, tout d'abord un mot sur la mission de ce centre. Alors on est un centre donc associatif qui a été créé il y a 3 ans maintenant et qui a pour mission en fait d'accueillir des enfants porteurs de handicap moteur et on pratique une pédagogie qui est innovante qui s'appelle l'éducation conductive et qui a pour but de guider les enfants vers le maximum d'autonomie possible tout en intégrant les parents au programme, ce qui est assez novateur en France. Alors justement, parlez-nous de l'éducation conductive. En fait, ça les rend de plus en plus autonomes. Oui, c'est une méthode d'apprentissage et de rééducation qui est originaire de Hongrie et qui a pour but en fait de travailler sur les zones du cerveau qui sont pas lésées pour essayer de créer un maximum de coordination et d'autonomie pour l'enfant. Donc c'est vraiment un programme global qui va couvrir tout le champ du développement de l'enfant. Donc à la fois la motricité puisqu'ils ont un handicap moteur, mais aussi tout ce qui est scolaire, cognitif, l'autonomie du quotidien. Donc apprendre à se déplacer, à manger seul, à boire tout seul au verre, s'habiller, se déshabiller. La communication, puisque beaucoup d'enfants sont non-verbaux, des enfants qui viennent au centre qui ne parlent pas. Donc on travaille sur la communication non-verbale. Donc c'est vraiment un travail global qui va couvrir tout le champ du développement de l'enfant et aussi qui va nous permettre de travailler avec les familles sur la guidance parentale et la formation des parents, puisque ce sont les parents qui viennent travailler avec leur enfant au centre sur les premiers stages pour être autonomes et pouvoir reprendre à la maison toutes ces choses-là pour démultiplier l'effet de la rééducation. Alors vous parliez du petit Numa. Alors, on a récupéré la vidéo. Est-ce que vous pouvez la commenter en même temps que nous allons la regarder? La voici. Pour tout vous dire, en fait, je suis sur le travail, voilà, et donc je vous suis beaucoup avec votre site, avec la page Facebook, et de le voir faire cet effort. Je vous assure qu'au quotidien, ponctuellement, pour mon travail et pour ma vie, c'est aussi un modèle de savoir qui fait cet effort-là pour faire ses pas depuis 3 ans maintenant ou 4 ans. Voilà, c'est aussi précieux pour moi et j'ai envie de dire que Numa est mon modèle et m'inspire et me donne un peu du courage quand de temps en temps on a envie de... Malheureusement, on a des coups de mou, voilà.
C'est touchant, parce que donc cet enfant ne marchait pas. Hein. Non, d'accord. Donc il multiplie ses forces et son énergie pour rejoindre son papa qui tient les deux cordes. Ouais. Mais tous les enfants qu'on accueille au centre, ce sont vraiment des modèles de courage. Ils gardent leur énergie d'enfant, donc ils ont un moteur qui est incroyable, une joie de vivre qui est incroyable, et ils se surpassent. Et ce sont beaucoup d'enfants sur qui il n'y avait pas grand monde qui avait parié sur les progrès, etc. Et donc des enfants qui gagnent énormément et qui comblent leurs parents et qui deviennent acteurs de leur vie. Parce que l'éducation conductive, c'est ça. C'est vraiment des enfants qui deviennent acteurs de leur vie, qui reprennent les rênes et qui avancent. Et donc ça, je crois qu'on le voit bien dans la vidéo. Et j'étais très touchée de ce que Karim a dit sur cette vidéo-là. Et voilà, de voir que d'autres personnes extérieures ont ce même ressenti sur nos enfants, pour nous, c'est aussi très, très boostant au niveau de l'association. Bah oui, j'imagine. Et si vous l'avez créé, c'est qu'il y avait un manque à la base ? Ouais. Donc, nous, la scolarisation était impossible pour notre fils. Et donc, c'est là qu'on s'est retrouvés extrêmement démunis en se disant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et donc, on a cherché, on a découvert l'éducation conductive. On a déménagé pour aller dans un autre centre qui pratiquait l'éducation conductive pendant 1 an. Puis, on est revenu chez nous dans le sud et on a créé à Clarensac, à côté de Nîmes, ce centre depuis maintenant 3 ans. Et voilà, qu'on tient un peu à bout de bras parce que c'est pas évident de le porter sans soutien public, etc. Mais voilà, on a accueilli plus de 50 enfants en 3 ans, donc c'est ça qui nous booste. Rapidement, tous les enfants sont acceptés dans ce centre ? Alors non, c'est pour un profil d'enfants, donc ces enfants qui ont un handicap moteur avec handicap associé, mais c'est vraiment le handicap moteur qui est le point commun entre tous ces enfants-là. Très touchant, en tout cas. Merci. Où vous situez-vous et quand accueillez-vous ces enfants ? Alors, on est à Clarensac, donc à côté de Nîmes, dans le Gard, et on accueille les enfants toute l'année, du lundi au vendredi. Donc, certains enfants à l'année et d'autres enfants pour des stages qui viennent quelques semaines et puis qui repartent chez eux et qui reviennent. Vous avez toutes les informations sur le site internet qui vient d'apparaître en bas de cet écran. Merci Fanny d'être venue sur ce plateau pour nous parler de votre centre. Et puis merci Karim d'avoir été avec nous pour cette spéciale audiovisuelle. Et donc pareil, on va à nouveau marquer votre site internet en bas de cet écran. C'est donc Languedoc-Roussillon Cinéma pour tout savoir sur les tournages ici dans la région. Merci en tout cas à tous les deux. Alors vous l'avez vu, Luchon, c'est donc jusqu'à ce dimanche. Et il y a d'autres manifestations culturelles prévues en Occitanie. On fait le point maintenant avec l'agenda tout en images de Nathalie Trollier. On commence cet agenda en beauté avec un feu d'artifice hors norme orchestré par le chorégraphe Farid Berki. Voilà 25 ans que le festival Suresnes Cité Danse fait grimper le hip-hop en haut de l'affiche en faisant parfois exploser ses limites. Sur scène, 25 danseurs qui retracent avec fougue l'évolution du hip-hop. Ce spectacle est à voir demain et samedi à 20h30 et dimanche à 15h à Audissu de Blagnac. Deuxième proposition, un spectacle à mi-chemin entre cirque, théâtre et cinéma. Léo Vertical Tour. Ce spectacle est déroutant. Léo est un homme qui défie les lois de la gravité sans aucun problème. Seul dans une boîte, il découvre un monde sans dessus-dessous. Ce spectacle vous emmène dans un univers surréaliste avec en filigrane une grande poésie. C'est un spectacle à ne pas manquer, samedi à 20h45 au chai de Capendu et c'est dans l'Aude. Coup de projecteur sur la compagnie Defracto et leur jonglerie dansée. Defracto, c'est 2 jongleurs au corps élastique qui s'amusent à transgresser les règles de leur art. Leur jonglerie chorégraphique est agile et joyeuse. Les gestes sont précis malgré une apparente nonchalance. Flac est un spectacle élégant qui oscille entre absurdité et prise de risque. C'est à savourer samedi à 20h30 à la Genette Verte à Florac en Lozère. On reste dans un univers onirique avec L'Envol, signé par la compagnie No Kill. C'est une création théâtrale, cinématographique, magique et musicale qui réunit un père et son fils autour de l'utopie du vol. Sur scène, 2 comédiens qui communiquent leur désir d'échapper aux lois de la pesanteur et réveillent le mythe ancestral de pouvoir voler. Ce spectacle poétique, technique et décalé est à découvrir dimanche à 17h et lundi à 19h au théâtre d'Auch. Si vous voulez nager dans une piscine vide,
supporte plus. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis barrée et je suis venue en France. Bon, alors. Je vous invite maintenant à faire la connaissance de Carla Bianchi et de son one-man show à l'accent italien. Cette jeune Romaine, tombée amoureuse de l'Hexagone à l'âge de 9 ans, trouve le bon ton pour parler des bizarreries culturelles de ses amis français. Un amour de la France à la sauce italienne est à déguster al dente demain à 20h45 à l'espace Yves Rock à Decazeville en Aveyron. Quand Clarisse m'a invité chez elle pour la première fois pour un apéro dînatoire, moi je pensais qu'après l'apéro, il y aurait eu un dîner. Victoria Lude est un trio toulousain, piano, guitare, voix. La mise en scène est soignée et il nous transporte dans une fantasmagorie romantique et décalée. Victoria Lude sera en concert samedi à 16h au Pavillon Blanc à Colomiers. Voici un petit extrait de leur dernier clip, Eldorado. Que porte la déconvenue? Ils ont aimé si fort qu'ils aimeront encore, qu'ils aimeront encore. Avant de vous quitter, je souhaite juste vous dire que le 2, 3 et 4 mars prochain, il y a un événement à ne pas manquer. Spectacles, ateliers, stages et conférences seront au menu pour les enfants, les parents et les grands-parents. Un joli rendez-vous en perspective. Excellent week-end et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup Nathalie Trollier pour cet agenda. Valérie Cohen est sur ce plateau. Bonjour Valérie. Bonjour Mickaël. Merci d'être là pour les titres des JT de midi. On commence avec ce point météo bien sûr et le grand blanc qui s'est installé sur l'ouest Occitanie. Et oui, l'offensive de l'hiver a balayé les départements de l'ex-Midi-Pyrénées la nuit dernière. Et voici donc les images rares de Toulouse sous la neige. Elle est tombée à gros flocons toute la matinée et ça devrait tenir une bonne partie de la journée. C'est joli en tout cas, ça change. Les conséquences météorologiques également à Agnan. Il n'y a plus d'eau potable, c'est au pied du pic Saint-Loup. Mais les fortes pluies du début de semaine ont troublé l'eau de la source qui alimente le village. Des matières minérales en suspension la rendent indigeste à boire, mais ne présente pas de risque pour la santé. Toutefois, une distribution de bouteilles d'eau est organisée tous les soirs de 17h à 19h en attendant les résultats des derniers prélèvements. Attention, parce que cette distribution, elle est limitée à 2 bouteilles par jour et par personne. Vers la fin du blocus pour la crise agricole à Toulouse. Oui, le bras de fer des agriculteurs avec le gouvernement a, semble-t-il, été payant. Les représentants des syndicats FNSEA et jeunes agriculteurs ont appelé à lever les barrages à l'issue de la réunion d'hier au ministère. Ils obtiennent une révision de la nouvelle carte des zones défavorisées avec la réintégration de nombreuses exploitations. Cette carte sera dévoilée officiellement vendredi. Et mauvaise nouvelle en sport, puisque Montpellier a quitté la Coupe de France de football. Voilà, c'est fini. C'était le dernier représentant de la région en Coupe de France. Le MHSC s'est incliné hier soir à domicile face à Lyon. 2-1 en 8e de finale. Début lyonnais signé Cornet et Fekir sur penalty contesté. Le but montpelliérain a été inscrit par Iconé. Merci Valérie. Et donc rendez-vous tout à l'heure à midi pour les journaux régionaux. On se connecte maintenant du côté des Pyrénées-Orientales avec Dorothée Béraud pour parler de cette fête ancestrale qui est la fête de l'ours. Alors il y en a 3 en février. Pour les prochaines dates, il y aura le 18 à Prats de Moyo, il y aura le 25 à Saint-Laurent de Cerdan. Et la première édition a eu lieu le week-end dernier, c'était à Arles-sur-Tech, avec la présence Dorothée d'un membre de l'UNESCO, mais je ne crois pas qu'il était là dans un cadre privé. Bonjour. Oui, bonjour Mickaël. Non, pas du tout. Il était là en mission professionnelle. Il est venu s'imprégner au plus près de l'ambiance de cette fête très populaire, car il faut le rappeler ou le dire, Mickaël, la fête de l'ours est candidate, pour être inscrite au patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO. Alors j'ai envie de vous dire, Mickaël, avant de vendre la peau de l'ours, je vous propose ce reportage avec des images signées Joanne Lopez. Et c'est parti. Voilà la bête sortie de sa tanière. Avec 4 autres candidatures, la fête de l'ours est en course pour être inscrite au patrimoine culturel immatériel. Parmi le millier de spectateurs, l'ambassadeur français auprès de l'UNESCO, accompagné d'un émissaire du ministère de la Culture. Leur présence est plutôt bon signe. Ils sont venus se rendre de visu exactement, se rendre compte de l'ambiance, de
de cette fête qui vient de très loin. Il sent que la population est très active et très attachée. Et pour s'imprégner de l'ambiance catalane, l'ambassadeur a visité le Val-d'Espire durant 3 jours en se rendant dans les 2 autres communes, Saint-Laurent-de-Cerdan et Prats de Moyo, qui elles aussi fêtent leur plantigrade. Une tradition séculaire et populaire appréciée. C'est toute une construction scénique. Il y a à la fois une dimension spontanée et il y a aussi une dimension ludique. Ce qui me frappe surtout, c'est le côté tout le monde s'amuse. L'ours s'amuse, ses compétiteurs s'amusent et c'est une façon d'humaniser profondément la bête que nous portons tous en nous. Malgré les apparences, rien n'est joué pour autant. En mars prochain, le député Sébastien Cazeneuve devrait monter à Paris pour défendre le dossier. Et c'est à la fin de l'année que sera connue enfin l'unique candidature qui représentera la France. Bravo. Ça y est, Dorothée, sur cette fin de reportage, on a vu le visage de la bête. Bon, alors là où on s'amuse beaucoup dans votre secteur, Dorothée, c'est sur les stations de ski, bien sûr, puisque les vacances approchent. Mais encore faut-il y accéder, Dorothée, hein ? Ouais. Absolument, Michael, et mieux vaut anticiper, car il faut savoir qu'à cause d'un chantier, la nationale 116 à hauteur des communes de Joncé et Cerdignas connaît une circulation alternée, et à partir de vendredi après-midi, c'est-à-dire demain, Michael, la circulation ne fait que s'intensifier pour atteindre 800 à 1000 véhicules heure, si bien que le dimanche soir, au moment du retour, des fois ça coince un peu. Ça a été le cas il y a une dizaine de jours avec un bouchon de 10 à 12 km qui a été enregistré. Alors, il a été décidé de remplacer ce feu automatique par une alternance manuelle avec des hommes qui permet ainsi de mieux gérer ce chassé-croisé et de proposer aux automobilistes une circulation plus fluide. Bien sûr. Ce dispositif est mis en place chaque week-end et pendant les vacances de février qui démarrent ce samedi pour certaines régions. Michael. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. On a pris note de ce point infotrafic pour accéder aux stations de ski. Merci Dorothée et à très bientôt. C'est le moment pour vous de jouer avec nous. On vous offre tout d'abord des places de spectacle pour aller voir Robert Charlebois, le Canadien, qui est en tournée anniversaire, 50 ans, 50 chansons, et il sera sur la scène du Casino Barrière de Toulouse le jeudi 8 mars à 20h30. On vous offre 2 places. Et puis Frédéric François, qui vient défendre son dernier album, Les femmes sont la lumière du monde. Il sera le dimanche 25 mars à 16h au Zénith de Toulouse. Nous avons 4 places. Vous envoyez tout de suite votre mail de participation, nom, prénom, numéro de téléphone et le cadeau de votre choix à occitaniematin@francetv.fr. Bonne chance. Allez, demain, c'est le best-of de la semaine. Et puis, comme je vous le disais, retour de l'émission à partir du lundi 5 mars avec de nouveaux invités d'honneur. Passez une belle journée sur France 3. Créativité, courage, réussite et nouveauté, ils vont nous étonner. L'instant R, tout de suite sur France 3. Votre série anglo-saxonne sur France 3. Elle entre et tchac, une flèche en pleine tête. Quelqu'un dans le coin avec un arc, ça ne doit pas passer.